Dans le silence tendu des monts de Songandi, la découverte d'un gisement de diamants d'une ampleur inédite a frappé le Burkina Faso comme un choc brut. En quelques heures, un pays habitué aux annonces sombres s'est retrouvé face à une richesse capable de remodeler l'équilibre politique et économique régional. Alors que le monde retient son souffle, une question brûle. Comment Ibrahim Traoré peut-il transformer cette promesse souterraine en avenir pour son peuple ? L'instant semble suspendu, comme si la terre elle-même exigeait une réponse. L'annonce du gisement n'a pas simplement créé un élan d'espoir. Elle a imposé une responsabilité immense, comme si chaque décision à venir devait définir plusieurs décennies de l'histoire burkinabé. Derrière l'éclat des diamants, l'enjeu véritable tient en 10 mots. Assurer une prospérité durable sans ouvrir la porte au chaos. Le pays sait que cette découverte peut devenir un levier exceptionnel, mais aussi une source de vulnérabilité, car les convoitises internationales et les fractures internes s'activent toujours dans l'ombre des richesses naturelles. S'engage alors une course discrète, presque silencieuse, pour poser les bases d'une gouvernance capable de résister aux pressions étrangères comme aux ambitions locales. Chaque ministère, chaque conseiller, chaque technicien pèse désormais ses choix, comprenant que la moindre erreur pourrait transformer un tournant historique en blessure collective. La promesse pourtant demeure intacte. Si le Burkina Faso parvient à protéger et structurer l'exploitation du gisement, l'avenir pourrait basculer vers une ère de stabilité et de développement inédit. Mais entre la promesse et la réalité, l'écart reste fragile et l'attention du monde ne faiblit pas. La confirmation satellitaire, révélant une masse cristalline souterraine de plusieurs kilomètres, a dissipé tout doute en un instant. Les premières estimations évoquant un gisement potentiellement évalué à près de 3 milliards de carats ont agi comme une secousse qui a traversé le pays du nord au sud. L'information, diffusée d'abord dans des cercles d'experts, s'est propagée au rythme d'une onde de choc, gagnant les radios, les marchés du Sahel, puis les rues d'Ouagadougou, où l'étonnement s'est mêlé à une forme de fierté silencieuse. Au cœur de cette agitation maîtrisée, Ibrahim Traoré s'est retrouvé face à une carte indiquant l'emplacement exact du gisement, observant en retrait les lignes qui redessinaient déjà la trajectoire économique potentielle du Burkina Faso. Loin des gestes triomphants, il a choisi de se taire, laissant place à une réflexion où s'entremêlaient prudence et responsabilité. Autour de lui, les premiers rapports des géologues chinois confirmaient la portée exceptionnelle de la découverte, tandis que des experts internationaux affluaient pour étudier les données brutes. Simultanément, les ministères se convoquaient des réunions d'urgence pour anticiper les conséquences politiques, sociales et sécuritaires. Les voix des militants et des intellectuels, jusque-là dispersés, se rejoignaient autour d'un même scepticisme. Une richesse aussi soudaine peut attirer des intérêts étrangers, capables d'ébranler même les institutions les plus robustes. Des discussions prenaient forme au sein du gouvernement, oscillant entre la tentation d'une exploitation rapide et la nécessité d'une approche souveraine solidement encadrée. Les marchés, les écoles et les médias vivaient cette période comme une transition suspendue, où chaque jour apportait une nouvelle analyse ou un nouvel avertissement. Tous semblaient percevoir que l'histoire entamait un nouveau chapitre, mais sans encore pouvoir en discerner la direction. Le pays retrouvait un souffle, tout en comprenant que ce souffle pourrait autant nourrir une renaissance qu'enflammer des tensions anciennes. Et c'est précisément cette ambiguïté, déjà palpable dans les premières heures, qui transformait la découverte en enjeu national, dépassant largement la seule dimension minière. Dans les heures qui ont suivi la révélation, les couloirs du pouvoir se sont transformés en un labyrinthe de consultations urgentes, où chaque ministre cherchait à comprendre la portée réelle de cette découverte. Autour des bureaux gouvernementaux, l'agitation était perceptible mais contenue, comme si l'ensemble de l'administration tentait de maintenir un calme protocolaire face à une situation qui dépassait toutes les prévisions.
Les premières analyses techniques circulaient déjà. Des relevés de terrain, des fragments de roches, des images satellitaires dessinant la masse enfouie sous le sol de Songangdi. Dans ce contexte mouvant, deux figures sont devenues des repères pour les équipes nationales. Un groupe restreint de géologues burkinabés, épaulés par leurs homologues chinois, servait de boussole scientifique. Leurs constats, sobres mais catégoriques, confirmaient l'ampleur du gisement et imposaient une vigilance accrue autour du volcan. Des réunions se succédaient, parfois en pleine nuit, où ces experts décryptaient les signaux détectés dans la roche et les possibles variations de pression sous la surface. En parallèle, quelques conseillers politiques tentaient d'anticiper les réactions internationales. Leur rôle consistait à traduire la découverte en scénario diplomatique, en évaluant les réponses probables des gouvernements étrangers ou des groupes économiques intéressés. Les discussions, souvent brèves mais intenses, cherchaient à définir le seuil de risque acceptable pour un pays historiquement confronté à l'ingérence extérieure. Au sein de ces deux cercles, scientifiques et stratégiques, se formait un début de récit collectif. Chacun comprenait que l'événement n'était pas seulement géologique, il devenait un test de cohésion nationale, un moment où la lucidité devait primer sur l'enthousiasme. Et dans cet entrelac de signaux précoces, une seule certitude s'imposait. Le Burkina Faso entrait dans une zone où aucun faux pas n'était permis. La rupture survient dès l'instant où les premiers échos enregistrés dans la roche sont confirmés par les satellites. La nouvelle traverse les réseaux internes du gouvernement avec une rapidité inhabituelle, comme si chaque fonctionnaire comprenait instinctivement que quelque chose venait de basculer. Les géologues chinois, discrets mais précis, livrent leurs rapports préliminaires et déclenchent une série de réactions en chaîne. Les ministres convoquent immédiatement des réunions de crise pour tenter de comprendre l'ampleur du phénomène. Les téléphones vibrent, les dossiers s'empilent, les regards se durcissent. Les stations de radio interrompent brutalement leur programmation, imposant un ton solennel qui contraste avec l'agitation croissante dans les rues. Le marché du Sahel se fige un instant, exactement comme si le temps hésitait à reprendre son cours. Les commerçants se tournent vers les écrans, incrédules, cherchant dans les images diffusées une certitude qui échappe encore. Les premiers commentaires se glissent dans l'air chaud. La terre a parlé. Ce murmure devient presque un refrain, une façon de donner un sens à l'événement. Les premières tensions émergent dans les couloirs politiques. Les techniciens tentent de garder la maîtrise des données, mais les conseillers savent déjà que chaque chiffre circulant vers l'extérieur peut attirer une pression internationale. Les gouvernements étrangers, d'abord sceptiques, se réveillent brusquement face à l'ampleur du rapport. Les services diplomatiques étrangers multiplient les messages, cherchant un accès prioritaire aux informations. Les entreprises minières internationales activent leurs relais, proposent des rencontres, promettent des offres. La scène s'encombre de prétendants. Le cœur du sommet survient lorsque toute l'administration comprend que ce gisement dépasse la logique habituelle des exploitations africaines. Les analystes comparent, examinent, recoupent et finissent par conclure que le Burkina Faso détient potentiellement un gisement rivalisant avec les plus grands du monde. Les conversations prennent un ton plus grave. Les risques se dessinent clairement. Corruption, pression étrangère, division sociale, fracture politique. Les militaires, silencieux, reçoivent l'ordre de sécuriser la zone autour du volcan Songangdi. Les déplacements des troupes se font dans la discrétion, sans communiquer, sans bruit. La réaction d'Ibrahim Traoré, pourtant, surprend jusqu'à ses plus proches collaborateurs. Aucun triomphalisme, aucun discours rapide, aucune euphorie, une simple observation prolongée de la carte indiquant le gisement. Les témoins décrivent une attitude presque méditative, comme si le président cherchait à mesurer le poids moral de chaque conséquence possible. Son unique phrase « Ce diamant n'est pas notre fortune, c'est notre responsabilité » se répand aussitôt dans tout le pays. Elle devient le pivot narratif autour duquel chacun tente de comprendre ce qui arrive. La rémanence survient dans les heures suivantes, lorsque les réactions s'organisent
en cercles concentriques. Les intellectuels expriment leurs inquiétudes sur les risques d'une nouvelle malédiction des ressources. Les élites locales se murmurent déjà sur les opportunités d'enrichissement rapide. Les ministères tentent de conserver le contrôle de l'information. Les observateurs étrangers oscillent entre admiration et scepticisme. Les citoyens, eux, redécouvrent une forme de fierté, mêlée d'une peur diffuse. Tout le pays entre dans une phase d'anticipation, une attente lourde, presque rituelle. L'avenir semble proche, mais le chemin reste couvert d'ombre. Les premières données techniques brossent un tableau d'une ampleur rarement observée au Sahel. Les géologues burkinabés, épaulés par les équipes chinoises, compilent les images satellites, les forages exploratoires et les analyses minérales pour dégager 3 indicateurs clés. Ces éléments chiffrés, encore préliminaires mais cohérents, deviennent rapidement la base des discussions internes. Les ministères, les économistes et les conseillers politiques s'accordent alors sur un point. Aucune décision stratégique ne peut être prise sans une lecture rigoureuse de ces mesures. Les tensions montent car chacun sait que les chiffres, loin de rassurer, mettent en lumière l'immensité des responsabilités. Le premier indicateur, sans doute le plus spectaculaire, concerne la superficie estimée de plus de 10 km². Cette mesure montre l'étendue inédite d'un gisement susceptible de redéfinir les équilibres économiques. Elle révèle aussi un défi logistique immense, car un espace de cette taille exige une sécurisation lourde et constante. Les équipes de terrain évoquent déjà les complications liées au relief, aux axes de circulation et aux capacités d'extraction. Un second indicateur, encore plus vertigineux, estime que la zone pourrait contenir jusqu'à 3 milliards de carats. Ce chiffre, confirmé par les forages exploratoires, souligne l'ampleur exceptionnelle de la ressource. Il expose aussi la vulnérabilité potentielle du pays face aux intérêts extérieurs, attirés par une telle masse de diamants bruts. Les ministères mesurent l'écart entre cette richesse théorique et la capacité réelle du Burkina Faso à en tirer un bénéfice durable. Un troisième indicateur, plus socio-économique, montre que l'exploitation pourrait créer jusqu'à 50 000 emplois directs. Cette projection illustre l'impact humain massif que pourrait avoir une extraction bien régulée. Elle souligne également l'importance de former rapidement une main-d'œuvre locale capable d'occuper ces postes spécialisés. Les universités, les centres techniques et les responsables régionaux discutent déjà des infrastructures nécessaires pour soutenir un tel déploiement. Ces 3 chiffres structurent désormais les analyses internes. Ils deviennent des balises autour desquelles se cristallisent les débats sur la souveraineté, la gouvernance et la transparence. Les conseillers rappellent que de nombreux pays africains ont vu les bénéfices miniers leur échapper, avec près de 70% des revenus parfois détournés par des élites ou des réseaux étrangers. Ce rappel agit comme une ombre portée sur les projections optimistes, forçant l'administration à envisager des mécanismes de contrôle stricts. Les discussions abordent la nécessité d'une autorité minière souveraine, d'audits réguliers et de contrats rédigés avec un niveau d'exigence rarement atteint. Les réactions internationales, elles, amplifient l'urgence de ces choix internes. Les entreprises minières proposent des offres, les gouvernements étrangers augmentent leur pression diplomatique et les analystes mondiaux anticipent déjà les effets de la découverte sur le marché global. Les conseillers du palais présidentiel évaluent alors chaque option avec une prudence renforcée, redoutant qu'un engagement hâtif ne compromette l'avenir du pays. Dans ce contexte dense, les chiffres ne sont plus seulement des mesures scientifiques, ils deviennent des repères moraux et stratégiques. L'administration comprend que ces données portent en elles autant d'espoir que de danger. Elle rappelle la puissance du gisement, mais aussi la fragilité institutionnelle qui pourrait transformer une promesse en menace. Cette conscience partagée traverse les réunions, les rapports et les échanges diplomatiques. Elle alimente une vigilance que personne ne peut se permettre d'abandonner.
L'avenir du Burkina Faso se joue désormais dans l'interprétation et la gestion de ces trois indicateurs essentiels. Deux visions se confrontent désormais avec une intensité croissante, chacune portée par des arguments solides et ancrés dans l'histoire récente du continent. D'un côté, les partisans d'une exploitation rapide soutiennent que le Burkina Faso ne doit pas laisser passer une occasion capable de transformer l'économie nationale en quelques années. Leur logique s'appuie sur l'idée qu'une filière minière ouverte aux entreprises internationales permettrait une entrée massive de capitaux, des investissements technologiques immédiats et une capacité d'extraction rapide. Ils invoquent l'exemple du Botswana pour montrer qu'une gestion prudente, même pilotée avec des partenaires étrangers, peut mener à une prospérité durable. Leur position insiste sur l'urgence, sur la nécessité de capter au plus vite les bénéfices potentiels, avant que l'instabilité régionale ou les rivalités géopolitiques ne viennent perturber la trajectoire. Face à cette approche, une seconde école défend une stratégie plus souveraine et plus lente. Ces arguments s'appuient sur les erreurs commises dans d'autres pays africains où les richesses naturelles ont été exploitées sans bénéfice direct pour les populations locales. Ces partisans évoquent les cas du Congo ou de la Guinée pour rappeler que les contrats miniers négociés dans la précipitation se retournent souvent contre la nation. Leur proposition mise sur une transformation locale du diamant, sur une nationalisation partielle et sur la construction progressive d'une industrie capable de résister aux pressions étrangères. Ils insistent sur la nécessité d'éviter la malédiction des ressources qui, trop souvent, a mené à des divisions internes et à l'appauvrissement de régions pourtant riches en minerais. Entre ces deux thèses, une réponse intermédiaire commence à s'imposer dans les discussions internes. Cette voie ne rejette pas les apports technologiques ni les financements internationaux, mais elle les place sous la surveillance d'une autorité souveraine chargée de contrôler l'ensemble du processus. Elle refuse les concessions hâtives tout en reconnaissant que le Burkina Faso a besoin d'alliés techniques pour éviter un développement trop lent. Cette synthèse, encore en construction, tente d'équilibrer l'ambition économique et la prudence politique, en cherchant à construire un modèle qui ne sacrifie ni la souveraineté ni la capacité d'action. Tout bascule en un instant. Les discussions internes, jusque-là dominées par des analyses techniques et des hypothèses prudentes, prennent une tournure nouvelle lorsque les premières réactions étrangères se durcissent. Les conseillers politiques, surpris par la rapidité des pressions diplomatiques, comprennent que la fenêtre stratégique se resserre plus vite que prévu. Les messages venus de plusieurs capitales majeures adoptent un ton moins feutré, comme si la découverte imposait déjà au Burkina Faso des obligations tacites. Les entreprises minières, elles, intensifient leur lobbying, proposant des concessions avantageuses en échange d'un accès prioritaire au gisement. Le pays découvre alors une deuxième réalité. L'enjeu dépasse l'économie. Les élites locales sentent que leur position pourrait être redéfinie, tandis que les militants redoublent d'avertissements contre une exploitation précipitée. Les médias, d'abord témoins, deviennent acteurs du débat en relayant les inquiétudes populaires. Les rues d'Ouagadougou se chargent d'une tension calme, presque vibrante, comme si chacun percevait une bascule imminente. Au centre de cette recomposition, Ibrahim Traoré saisit que la pression extérieure pourrait dicter le rythme national. Cette prise de conscience, brutale mais nécessaire, oblige l'exécutif à resserrer les rangs. Une nouvelle phase commence, plus politique, plus délicate, plus exposée. Les premières répercussions s'observent parmi la population nationale, au sein de la population nationale, où l'annonce du gisement agit comme une onde émotionnelle contradictoire. Les habitants des quartiers populaires, longtemps confrontés à la précarité, perçoivent l'événement comme une possibilité d'amélioration rapide des conditions de vie. Les conversations dans les marchés évoquent des emplois, des infrastructures, des écoles, des routes. Pourtant, la méfiance persiste. Chacun a en mémoire les scénarios où des richesses semblables ont conduit à davantage de fractures qu'à de réels progrès. Les anciens rappellent que les promesses minières ont souvent bénéficié à quelques-uns seulement,
laissant les villages dans la même pauvreté. Cette prudence instinctive façonne un climat d'espoir retenu. Les répercussions touchent ensuite les pouvoirs économiques au sein des pouvoirs économiques, qui comprennent immédiatement que le gisement bouleverse leurs équilibres. Les élites locales, d'ordinaire soudées autour d'intérêts communs, voient que leur unité se fissurer sous l'effet de la tentation. Certaines factions imaginent déjà leur rôle dans la future économie du diamant, tandis que d'autres redoutent une perte d'influence au profit d'acteurs étrangers plus puissants. Les entreprises sponsors minières internationales, quant à elles, multiplient les offres, convaincues qu'une fenêtre d'opportunité s'ouvre pour sécuriser des concessions stratégiques. Ces mouvements simultanés créent une zone de turbulence où chaque décision publique peut modifier les rapports de force. Un troisième cercle d'impact touche la société civile au sein de la société civile. Les intellectuels, les militants et les journalistes se mobilisent rapidement pour rappeler les dangers d'une exploitation incontrôlée. Les débats s'attachent à la télévision nationale se multiplient et les éditorialistes soulignent la nécessité d'une gouvernance transparente. Les associations locales, souvent proches des communautés les plus fragilisées, demandent des garanties claires sur l'usage des revenus et sur les mécanismes de contrôle. Cette pression sociale agit comme une force stabilisatrice, un rappel permanent que la richesse ne peut devenir un prétexte pour ignorer les besoins réels des populations. Les discussions publiques gagnent en maturité, et la critique devient un outil de vigilance collective. Les répercussions s'étendent enfin au voisinage régional. Les pays du Sahel observent la situation avec attention, conscients que la découverte pourrait redéfinir les dynamiques économiques et sécuritaires de toute la zone. Certains gouvernements voient dans l'ascension potentielle du Burkina Faso une opportunité de coopération renforcée, tandis que d'autres redoutent un déplacement d'influence susceptible d'alimenter des rivalités. Les analystes régionaux évoquent la possibilité d'un rééquilibrage géopolitique au profit de Ouagadougou, surtout si la gestion du diamant devient un modèle de souveraineté bien structuré. Cette perspective attire autant d'alliances que de méfiance. Au centre de ces 4 champs de conséquences, Ibrahim Traoré se trouve désormais confronté à une mission complexe. Transformer une promesse minérale en bénéfice national sans ouvrir la voie aux conflits internes ou aux ingérences extérieures. Cette tâche, lourde mais décisive, déterminera l'avenir du pays. Le premier scénario, considéré comme la trajectoire de base, repose sur une série de compromis entre le gouvernement et les entreprises étrangères. Les négociations avanceraient sans rupture majeure, aboutissant à des accords qui permettraient une exploitation partielle mais relativement contrôlée du gisement. Les bénéfices commenceraient à se faire sentir, créant des emplois et renforçant certaines infrastructures locales. Toutefois, la répartition des revenus resterait inégale, alimentant des déceptions, surtout dans les zones rurales où les attentes sont élevées. Les inégalités pourraient ainsi s'accentuer, sans pour autant provoquer une fracture politique immédiate. Le pays progresserait, mais dans un cadre fragile et sensible aux variations du contexte international. Un deuxième scénario, plus optimiste, imagine un Burkina Faso parvenant à établir rapidement une autorité minière souveraine, efficace. Cette structure, soutenue par des audits rigoureux et une gestion transparente, encadrerait l'ensemble de l'exploitation. Les emplois annoncés se matérialiseraient et les revenus seraient dirigés vers des projets structurants, formation, infrastructures, électrification rurale. Les populations locales participeraient activement au développement, consolidant un modèle de gouvernance exemplaire en Afrique de l'Ouest. Les investisseurs internationaux, rassurés par la stabilité institutionnelle, renforceraient leur coopération sans menacer la souveraineté nationale. Cette voie, bien que difficile, transformerait le gisement en moteur d'un renouveau durable. Un troisième scénario, clairement sombre, verrait les relations diplomatiques se dégrader sous l'effet des pressions étrangères. Les offres de concession seraient refusées, entraînant des tensions internationales susceptibles d'aboutir à des sanctions économiques. Les élites locales, divisées sur la stratégie à adopter, alimenteraient une instabilité interne croissante.
Les luttes d'influence autour de l'accès aux gisements pourraient alors provoquer des conflits régionaux. Le pays se retrouverait isolé, privé d'alliés, et confronté à des difficultés économiques lourdes. Le diamant deviendrait plus une source de vulnérabilité qu'un vecteur de développement. Ces trois voies décrivent des futurs probables, chacun porteur d'opportunités et de risques. La clé réside dans la capacité collective à distinguer, à chaque étape, ce qui relève de l'ambition légitime et ce qui appartient à la précipitation dangereuse. Une question demeure alors essentielle. Quels choix, aujourd'hui, permettent réellement de protéger demain? Les répercussions de la découverte atteignent d'abord les communautés les plus vulnérables, celles pour qui chaque changement national se répercute immédiatement dans le quotidien. Dans les villages du Sahel, les discussions s'articulent autour des possibles emplois, des infrastructures promises et de la perspective d'un avenir moins précaire. Les familles, habituées à des annonces souvent déconnectées de leur réalité, expriment autant de curiosité que de réserve. L'expérience collective leur rappelle que les grandes richesses peuvent rester hors de portée si les mécanismes de redistribution demeurent opaques. Cette prudence révèle un besoin profond de clarté et de garanties concrètes. Les classes urbaines intermédiaires, quant à elles, observent la situation avec un mélange d'optimisme et de vigilance. Leur rôle dans les débats publics, dans les médias et dans les espaces éducatifs leur permet d'influencer la manière dont l'information circule. Les enseignants, les journalistes et les employés de bureaux évoquent la nécessité de renforcer les institutions pour éviter une dérive similaire à celle observée ailleurs sur le continent. Ce groupe, souvent moteur des changements sociaux, réclame une gouvernance capable de résister aux pressions internationales et aux intérêts privés. Les jeunes générations, enfin, perçoivent la découverte comme une opportunité de transformation nationale. Leur attention se porte sur les formations, les métiers émergents et les perspectives de mobilité sociale. Les réseaux sociaux deviennent des espaces de débats animés où s'opposent espoir et inquiétude. Certains voient dans le diamant un symbole de dignité retrouvée, tandis que d'autres redoutent que cette richesse ne reproduise des inégalités déjà trop présentes. Cette diversité d'attentes souligne une même demande transversale, une conduite responsable, clairement expliquée et suivie d'effets visibles. Dans ces trois dynamiques, rurale, urbaine et générationnelle, se dessine une exigence commune. Chacun attend des décisions lisibles, ancrées dans l'intérêt collectif, capables de transformer une découverte exceptionnelle en progrès partagé. La nécessité d'une organisation solide s'impose à mesure que les implications de la découverte deviennent plus concrètes. Ibrahim Traoré comprend que la crédibilité du Burkina Faso repose désormais sur une capacité à structurer l'action publique selon un calendrier précis, mesurable et transparent. Les premières orientations, discutées au sein du gouvernement, dessinent une feuille de route en plusieurs étapes complémentaires. Une première étape consiste à renforcer l'autorité minière souveraine chargée d'encadrer les opérations liées au diamant. Cette structure, composée d'ingénieurs, d'économistes et de représentants locaux, doit superviser l'extraction, vérifier les flux financiers et publier régulièrement des rapports accessibles. L'objectif est de créer un cadre de contrôle capable d'éviter les dérives documentées dans d'autres pays riches en ressources naturelles. Une deuxième étape vise la formation accélérée d'une main-d'œuvre nationale. Les universités burkinabè ouvrent déjà des programmes en géologie et en gestion des ressources, tandis que des centres techniques régionaux se préparent à accueillir des cohortes de jeunes volontaires. Cette montée en compétences, essentielle pour assurer une exploitation maîtrisée, garantit aussi que les emplois générés bénéficient réellement aux populations locales. Une troisième étape concerne l'intégration des communautés dans les décisions stratégiques. Les consultations publiques, organisées dans les zones rurales comme dans les centres urbains, permettent d'évaluer les attentes et les inquiétudes. Les associations, les leaders religieux et les représentants communautaires participent à définir les priorités d'investissement issues des revenus miniers.
Cette inclusion réduit les risques de tensions sociales et renforce la légitimité du processus. Une quatrième étape repose sur le financement de projets structurants. Les bénéfices du diamant pourraient soutenir l'électrification rurale, la modernisation agricole et la mise en place de mécanismes de transparence budgétaire. Chaque projet doit être mesurable, assorti d'un calendrier et vérifié par des audits indépendants. Dans cette progression méthodique, le pays cherche à transformer une découverte unique en transformation durable. Le souvenir des premières nuits autour du volcan, Songandi revient comme un fil conducteur, rappelant les heures où les géologues scrutaient les signaux enfouis sous la roche. Le pays, depuis ce moment, avance avec la même attention, cherchant à comprendre ce que la Terre tente de lui dire. Les images des experts penchés sur leurs échantillons, dans le silence tendu des bureaux improvisés, servent aujourd'hui de métaphore à une nation entière. Observer, analyser, décider, sans se laisser emporter par l'euphorie ou la peur. Les débats, les projections et les tensions n'effacent pas la profondeur du choix collectif qui se profile. Les Burkinabés sentent que leur avenir s'ancre dans un équilibre fragile, construit à la fois sur la prudence et sur une ambition nouvelle. Les récits échangés dans les marchés et les écoles révèlent un même désir: ne pas répéter les erreurs qui ont marqué tant d'autres pays riches en minerais.